Alors bonsoir tout le monde. Je suis là ici ce soir pour vous parler de PHP, de, donc de la modernisation du langage qu'il y a eu ces dernières années et de la rupture qu'est FrankenPHP. Donc c'est pour faire oublier l'image d'un PHP vieillissant, ça a plus trop la cote. Donc entre la rigueur de PHP 7 et PHP 8 dans la foulée et la puissance de l'écosystème moderne de PHP, le langage a fait sa mue. Explorer la modernisation de la stack PHP, c'est la mission que je me suis donnée ce soir avec vous. Et je vais faire un focus sur FrankenPHP et sur ce qu'il apporte euh, sur la stack. Ce serveur d'application, parce que c'est un serveur d'application, FrankenPHP, et non pas un serveur PHP, il résout deux limites historiques du langage. C'est un, le coût de redémarrage de chaque requête, et la complexité des déploiements. Donc un petit sommaire. Donc on va déjà voir où en est PHP en 2026. euh, ce qu'est FrankenPHP. On va voir un petit peu dans un cas d'école ce que ça change au niveau DevOps. Et puis après, il y aura une petite démo. Alors d'abord, regardez d'où l'on vient. Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 dernières années en PHP? Ça va être très long. Donc déjà, au niveau du typage PHP, depuis la version 7, inclut du typage strict, ce qui change tout. Donc, je vais pas vous faire je vais pas vous dénombrer toutes les modifications qu'il y a eu, mais par cette simple petite ligne, on active le typage strict dans un script PHP. Donc, dans des applications qu'on doit maintenir petit à petit, on l'ajoute aux classes qu'on crée et qu'on refacto. Et sur une application moderne, on peut même directement le mettre dans le php.ini, c'est fait, c'est typé strictement. Donc en PHP, on type strictement à peu près tout maintenant. Les méthodes, les propriétés de classe, les paramètres de méthode, les retours. Il y a des types scalaires, c'est les premiers qui sont apparus, c'est les habituels, c'est les integers, les strings, etc. Mais depuis PHP 7, il y a les unions et les intersections qui permettent de dire, bon voilà, cette méthode, elle va retourner un canard ou un dindon. Ou un canard et un dindon, ce qui serait bizarre. Et aussi, il y a le petit read-only qui est apparu. Maintenant, on peut toper comme read-only, comme lecture seule, une classe ou une propriété de classe. Au niveau de la syntaxe, pareil, ça a beaucoup évolué. Beaucoup de nouveaux opérateurs sont venus simplifier le code. En fait, vraiment tout le boilerplate, le is-set. Est-ce que cette variable existe? Est-ce qu'elle est setée? Est-ce que, en fait, avant, il y avait beaucoup de code, on va pas dire inutile, mais qui permettait de tester le typage, euh, le typage de PHP. Maintenant, on a ces opérateurs qui vont permettre de comparer, de remplacer par une valeur non nulle, de ne pas faire planter ton code si un objet n'existe pas ou il est nul, dépiler des tableaux. Et ça, c'est un nouvel opérateur, le pipe opérateur de PHP 8.5, qui permet d'enchaîner des fonctions et donc de faire de la programmation fonctionnelle un peu. Il y a aussi eu du sucre syntaxique avec des fonctions fléchées pour que les fonctions anonymes soient plus courtes à écrire. On peut nommer les arguments quand on appelle une fonction ou une méthode, ce qui est vraiment très agréable. Et il y a eu aussi des nouvelles constructions syntaxiques, le match, les enums, et pour ajouter des métadatas à une classe, les attributs. Donc en fait, avant, quand on voulait ajouter des métadatas à une classe, qui était ensuite, utilisée lors du bootstrap par des librairies, admettons,
on utilisait des commentaires. C'était pas syntaxiquement très pratique. On pouvait, enfin, on appelait ça du coup des annotations. Et maintenant, dans PHP, depuis PHP 7, les attributs nous permettent d'ajouter ça, que l'IDE les comprenne, qu'ils puissent les indenter correctement. Et ça simplifie vachement la vie. Et c'est très puissant. Il faut que je fasse alt tab, a priori. Donc en fait, pour rigoler, j'ai fait une classe en PHP 5 et la même en PHP 8. Donc c'est un DTO qui représente un utilisateur. On le construit en lui donnant, en lui passant en paramètre ses données pour l'hydrater. Les seules petites choses un peu spéciales, c'est qu'on peut setter un password. On set un password là, et en fait, dans l'entité, ça le hash. On peut aller rechercher le hash, mais pas le password. Et on peut aller chercher un full name, qui est la concaténation du prénom et du nom. Et voilà. Donc là, on peut voir qu'en PHP 5, cette classe fait 53 lignes utiles. Si on ajoute les annotations justement qui nous permettaient d'avoir un petit peu de, du typage, que l'IDE puisse comprendre quelque chose à ce qu'on code. Et donc, à ces 53 lignes utiles, si on les compare à une classe au format PHP 8.5, ben on arrive à 26. C'est que en fait, tout est plus concis, tout est plus déclaratif, et tout est strictement typé en plus. Donc, ce qu'on peut voir là, dans les petites nouveautés, c'est que ici on a un hook asymétrique. C'est-à-dire que là, on déclare une propriété en lui disant, OK, elle est publique, au get, mais le set est privé. Et donc là, quand je vais faire le this password hash égale password, en fait, il utilise le hook directement. Et ici, ça, c'est un hook virtuel. C'est même pas une propriété full name, c'est juste une méthode, hein. Et donc là, en fait, si tu vas chercher cette propriété full name sur ma classe directement, eh ben, en fait, euh, exécute cette fonction fléchée. On peut voir là la petite, la nouvelle syntaxe qui est jolie. Donc là, le password hash, je vais le chercher comme ça, hein. Echo, password hash. Full name, pardon, je parlais de full name. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Donc là, je vous ai mis, parce que les performances, c'est quand même important. J'ai trouvé ce vieux benchmark sur Foronix, qui est un site qui est vachement cool. Il n'y en a pas de nouveau, malheureusement. Donc là, ça s'arrête à PHP 8, mais on peut voir quand même qu'il y a une sacrée envolée des performances de PHP. Donc là, à PHP 7, il y a eu la réécriture du moteur PHP. Ça a fait beaucoup de bien. PHP 8 a amené un JIT, c'est un compilateur just-in-time. Donc c'est un compilateur. Alors, PHP 7 amenait l'OP code. Ça existait déjà, mais là, il l'incluait directement dans le serveur PHP. L'OP code, c'est du cache. C'est une représentation des classes PHP, mais plus orientée machine. Voilà. C'est presque un genre de bytecode intermédiaire. Le JIT, lui, c'est du bytecode directement. En fait, il traduit à la volée en bytecode pour le processeur. Ensuite, en PHP 8.4, le JIT a été réécrit. C'est-à-dire que maintenant, il a été réécrit avec un framework de JIT qui s'appelle IR et qui, en fait, permet déjà de refaire de refaire la chose plus proprement.
Et ce framework permet par exemple d'utiliser le JIT euh, pour d'autres processeurs que des x86. Parce qu'avant ça ne fonctionnait que pour les x86. Mais aussi PHP, la force de PHP, et surtout, c'est son écosystème. Donc là, je vous ai donné des petits exemples qu'on utilise tous les jours. PHP Unit, c'est un framework de test unitaire. PHP Stand, Rector, PHP CS Fixer, c'est des outils qui nous permettent de faire de l'analyse syntaxique, de nous aider dans nos migrations, etc. Et, et surtout Composer, qui est le gestionnaire de librairie de PHP et qui nous est envié en fait, parce que c'est un peu lié, c'est un peu le maître étalon. Euh, Composer, ça a été très bien pensé dès le départ, et Composer 2, il a été optimisé et il fonctionne très bien, quoi. La petite nouveauté 2025, c'est Py, qui permet, lui, d'installer des extensions PHP. Donc, c'est des modules PHP, des modules qu'on adjoint au serveur PHP écrit en C. Hein. Ce n'est pas des librairies PHP, mais ça permet de les installer facilement. C'est la différence. Parce qu'avant, on utilisait Peckle, qui était pas trop maintenu, qui était bourré de failles de sécurité, et en fait, Peckle, c'était juste un script qui téléchargeait les sources et après, il fallait les compiler quand même. Donc, c'était vraiment pas très facile, quoi. Donc maintenant, je vais vous parler de FrankenPHP. Donc maintenant qu'on a compris que PHP c'était ultra performant, parlons de la manière dont nous l'exécutons. Euh, donc depuis très longtemps, PHP, c'est un serveur PHP, et en fait, on utilise d'autres choses pour le gérer. PHP FPM, ou un mode Apache, ou d'autres choses. Donc là, ça c'est une nouvelle façon d'exécuter le serveur PHP, c'est d'installer FrankenPHP. Alors, donc, comme vous pouvez le voir, FrankenPHP, c'est quoi? C'est le serveur PHP, le vrai moteur PHP, hein, la brique C, qui est, euh, qui est fusionné avec Kadi, qui est un serveur HTTP moderne. Ça a été fait par Gavin Douglas, c'est un nordiste. C'est lui qui est à l'origine de FrankenPHP, d'API Platform, de Mercure, de Vulkan, qui est Cortine Symfony, excusez du peu. Euh, donc, je vais déjà vous présenter Kadi. Donc, c'est un serveur HTTP, il est écrit en Go. Donc, toutes les, bah, tout le modèle de concurrence de Go peut être utilisé pour faire un serveur HTTP super rapide. Les Go routines. Donc, c'est un serveur qu'on peut reconfigurer à chaud via une API RESTful. Euh, on peut lui adjoindre des modules, par exemple un serveur PHP. Il gère le HTTPS en automatique avec avec le module CertMagic. Il est compatible HTTP 3. Nginx ne l'est pas, Apache ne l'est pas. Euh, et directement, il nous génère des metrics, ce qui est toujours cool. Qu'est-ce que c'est PHP? Donc, je voulais juste rappeler que PHP c'était un module écrit en C, et que en fait, il y a plusieurs SAPI à PHP. C'est des serveurs API. Nous, dans notre vie de tous les jours, en général, on utilise la SAPI CLI, qui est quand on l'utilise dans un terminal, et la SAPI FastCGI PHP-FPM, qui en fait, euh, donc qui est un protocole. FastCGI, c'est un protocole qui permet de dialoguer entre le serveur HTTP et le serveur PHP. Et donc, en fait, FrankenPHP, c'est quoi? C'est les deux en même temps. Donc, ouais, déjà, FrankenPHP, c'est officiellement supporté par la Fondation PHP depuis peu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah, c'est là pour durer, parce que ça va être maintenu. Et voilà. C'est écrit en Go, hein, comme Kadi qui le compose. Ça intègre le PHP officiel.
ça intègre le serveur Mercure. Donc le serveur Mercure, c'est une technologie faite par Kevin Douglas aussi, qui permet de faire du pub-sub. Donc c'est WebSocket, on va dire. C'est équivalent à WebSocket. Ça permet d'utiliser les derniers formats d'encodage à la mode. Donc le Brotli, le Z-Standard, c'est de la compression, c'est les meilleurs algos de compression actuels. Pareil, NGINX, il va pas savoir le faire sans lui adjoindre des modules. FrankenPHP le fait directement. Donc il va avoir toutes les qualités de Caddy en fait, HTTP3 avec les early links, HTTPS automatique, donc extension PHP, toutes les extensions PHP, Pickle, Py maintenant sont compatibles, presque toutes, la grande majorité. FrankenPHP amène la possibilité de builder des exécutables, c'est-à-dire que FrankenPHP peut mettre donc FrankenPHP. Donc dans l'exécutable, on a déjà le serveur d'application, mais ici, il peut aussi mettre l'application et toutes ses assets. Ça peut être intéressant quand on travaille dans des endroits qui ne sont pas connectés, par exemple, une borne d'autoroute. Le gros morceau, c'est le worker mode, mais j'en parlerai plus tard. Et sinon, ils ont développé des watchers pour faire comme les frameworks Node.js. C'est-à-dire que à la modification d'un fichier, ça recharge le serveur, etc. Ça a des logs structurés et modernes. Ça nous change aussi d'Nginx. Et du coup, bah, ils ont itéré sur Caddy. Ils ont mis aussi leurs métriques au-dessus de celles de Caddy. Donc en fait, je voudrais vous parler du worker mode. Et pour ça, il faut que je vous parle de comment PHP FPM fonctionne actuellement. En fait, PHP FPM, il met à disposition du serveur HTTP une collection de workers, enfin de process, qui vont pouvoir être appelés par celui-ci à travers de FastCGI. Et en fait, à chaque fois qu'une requête tape sur le serveur HTTP, la requête est traduite en requête FastCGI et envoyée à un thread de PHP FPM. PHP FPM, à ce moment-là, il fait quoi? Il lance l'autoloader PHP, il populate, il fait la liste de toutes les classes de l'application, il crée l'application, il bootstrap l'application, il se connecte à la base de données, il se connecte au Redis, il traite la requête, il envoie la réponse et il détruit tout. Pas très efficace, quoi. Et ce, pour chaque requête. Et donc, FrankenPHP, lui, il ajoute un worker mode. Alors, c'est pas nouveau, hein, ça a été fait par d'autres concurrents. Ça a été fait par Swool, Roadrunner. Ça peut être fait aussi directement en PHP avec du React PHP, ce genre de truc. En fait, c'est de la synchrone, quoi. Lui, FrankenPHP, il va créer des workers. Ces workers, ils peuvent récupérer, ils peuvent traiter plein de requêtes en même temps, coroutines, et ils utilisent la même mémoire. C'est-à-dire qu'ils ne bootent qu'une fois le projet, l'application, ils la bootent quand ils lancent le worker. Évidemment, ça a des petites répercussions parce que PHP, c'est pas trop fait pour ça. Donc, en fait, ils ont fait en sorte que si la mémoire, il y a des limites, quoi. Si la mémoire est trop utilisée, parce que le garbage collector de PHP, c'est pas trop fait pour ça, quoi. Si on dépasse des limites, on restart le worker, etc. Mais c'est déjà des choses que PHP FPM fait. Donc voilà ce que ça apporte FrankenPHP surtout. Donc là, je vais vous présenter un petit cas d'école. On va imaginer une application pour laquelle on a besoin d'un front. On va utiliser Node.js, on va utiliser une base de données X ou Y. Donc on va avoir besoin d'un serveur PHP et d'un serveur HTTP. Non, historiquement. On a envie que notre application elle soit un peu moderne, on veut du PubSub, on va rajouter Mercure. On a envie que tous nos logs arrivent au même endroit, qu'ils soient agrégés au même format.
On va utiliser Logstash de la stack élastique. On a envie aussi de pouvoir un peu monitorer le truc. Donc, on va utiliser, en fait, PHP FPM, Nginx, la base de données, tout ça, ça ne fournit pas de métriques de base. Donc, on va devoir utiliser, on va devoir adjoindre d'autres containers spécialisés. Et en fait, vous devez me voir arriver. Tout ça, en fait, ça peut être remplacé juste par un container qui contient votre application. Donc, quand même, le cluster, il est plus simple, quoi. Le DevOps, c'est plus simple. Donc, c'est l'heure de la petite démo. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais tester FrankenPHP. Euh, j'ai créé un Docker Compose qui décrit des services containerisés. J'ai créé un service qui s'appelle PHP et j'ai créé un Dockerfile qui décrit comment on build ce service, l'image de ce service. J'ai besoin d'un service de base de données, j'ai pris Postgre, j'ai besoin de metrics, parce qu'il y avait dans mon exemple, du coup j'ai mis Prometheus. J'ai besoin de voir ces metrics, du coup j'ai installé Grafana. Et en fait, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ce qu'on peut voir ici, c'est que j'utilise un Dockerfile, je peux vous le montrer. Donc là, le Dockerfile, il est très simple. J'utilise PyPy parce que j'ai pas réussi, parce que c'est pas encore très stable, mais ça va venir. J'installe les dépendances, les modules PHP. Mon image, elle surcharge celle de FrankenPHP officielle. Et puis, je mets le code de mon application dedans. Je mets un petit fichier de conf un petit peu optimisé production. Et j'installe mon application. C'est tout ce que je fais. Ce qu'on peut voir, c'est que c'est quand même un Dockerfile vachement petit, vachement succinct par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde du Nginx, même si je l'ai Nginx plus PHP FPM. J'ai pas mis le challenger, mais bon, ceux qui savent, savent. Ça, c'est mon fichier de configuration de Caddy. Donc ça, il y a ça de trop en plus. Donc c'est ça, un fichier de configuration de Caddy, tout simple. C'est quand même cool. Là, il y a directement les logs en JSON. Ça gère ZSTD, et Brotli, et gzip. Et ça gère HTTP 3. Donc c'est plutôt cool. On peut voir ici que j'ai activé les métriques, que j'ai mis des certificats auto-signés et que j'ai activé l'API RESTful pour pouvoir de 1 avoir les métriques et de 2 pouvoir configurer à chaud le serveur HTTP. Après, j'ai mon fichier de configuration Prometheus, pareil, en 3 lignes. C'est très simple à configurer, Prometheus, c'est génial. En 3 lignes, je lui dis, bah, le target, c'est là. J'en ai qu'un, en même temps, là, c'est plus facile, mais le target, c'est le conteneur PHP sur ce port-là et sur le endpoint par défaut Prometheus. Et voilà. Et ça, c'est des petites requêtes pour taper dans la configuration à chaud de Caddy. On verra plus tard. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer en fait l'application en elle-même. C'est l'application de base de Symfony et l'application de démo Symfony. C'est un blog post. C'est une application de blog. Donc là, on peut voir que il y a quand même une gestion de. On peut pas le voir là, mais il y a quand même une gestion de l'authentification. On peut créer il y a une partie admin, on peut créer des posts. Là, j'ai créé un post. Et celui-ci, en fait, je vais essayer de taper dessus pour voir qu'est-ce qu'un serveur FrankenPHP peut encaisser. Ok.
vérifier un truc. Ouais. Donc là, je jouais un petit peu avec l'application. Ça me permet de vous montrer qu'il y a des métriques qui sont générées. Elles sont là en brut. Donc ça, c'est le endpoint dont je parlais tout à l'heure. Les métriques Prometheus. Ces métriques, on peut les utiliser pour afficher des jolis graphiques, évidemment. Ils sont là. De bien jolis graphiques. Donc là, c'est le dashboard de base de Caddy. J'ai pas cherché plus loin, mais il existe aussi un dashboard pour FrankenPHP qui vient s'adjoindre pour gérer tous ces workers, voir la charge et pouvoir tuner ça correctement. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une petite application qui s'appelle Plow, qui dit va taper sur la page de mon, de mon billet de blog de tout à l'heure. Euh, tape avec 20 personnes différentes, enfin 20 clients différents, et essaye de tabasser le plus possible le serveur pour voir ce qui se passe. Là, ça nous fait des petits graphiques sympas. Donc là, ce qu'on peut voir, le graphique a l'air fluctuant, mais en fait, euh, là, en ordonnée, par exemple, c'est entre 44 et 38 millisecondes. Donc là, c'est plutôt stable, en fait. Donc, en fait, ce que j'ai remarqué, moi, c'est que de base, FrankenPHP, sans le worker mode activé, il a à peu près la même performance que le classique PHP FPM bien tuné. Je vais arrêter parce que mon PC va s'envoler. Voilà. Donc ce qu'on peut voir là, c'est que ça répond en 40 millisecondes. Ça encaisse du 400 requêtes par seconde et tout répond en 200. Donc sans erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer Worker Mode maintenant. Et pour ce faire, on va utiliser l'API. Donc là, je vais vous montrer, par exemple, si je tape sur le endpoint de configuration, bon, il m'affiche la configuration en JSON. Donc il y a un peu plus verbeuse là, parce que c'est du JSON et qu'il y a pas il y a les valeurs par défaut. En fait. Moi, ce que je veux, en fait, c'est patcher une clé de configuration bien précise et lui dire, OK, active-moi les workers. Les workers, ils utilisent ce point d'entrée-là dans mon application, le fichier index.php. OK. Donc là, on peut voir que c'est OK, il a changé la configuration. Si on veut, on peut aller vérifier que la configuration a bien changé. Croyez-moi sur parole. Et puis, je refais exactement le même test. Ça marche. Donc là, on passe de 40 millisecondes de latence à 10. Ça divise par 4 sur mon laptop, hein, c'est pas un serveur. Et puis, j'ai pas tuné la configuration plus que ça. Ni la base de données, parce que pour finir, c'est la base de données qu'on attend, là, évidemment. Euh, On peut voir qu'on est passé de 500 requêtes par seconde, ce qui était déjà pas mal, franchement, à 2000. Et on peut voir aussi que ça répond toujours de 100. Donc voilà ce qu'apporte, c'est un gros bénéfice que ce qu'apporte Franklin PHP. Pareil, il faut que j'arrête parce que c'est encore pire là. Donc en conclusion, moi ce qui me tenait à cœur, c'était de démontrer que PHP c'est pas mort déjà.
que même il y a des mecs, même très localement, hein, des mecs de Lille qui ont de très bonnes idées et puis qui vont loin avec, et qui en fait, ça permet en fait d'avoir des performances qui égalent celles d'un Node.js asynchrone à fond de balle, quoi. Donc c'est super cool pour ça. Mais il y a quand même des choses que je dois vous dire, c'est-à-dire que moi j'ai implémenté le FranconPHP chez une mission chez Auchan. Et bon, je suis parti avant d'avoir les retours. Malheureusement, ma mission s'est arrêtée avant. Mais ce que j'ai pu voir, c'est que, évidemment, on avait le gain de latence pareil. Mais si ton application n'a pas été codée pour FranconPHP, c'est un peu compliqué. Parce qu'en fait, il faut vraiment gérer enfin, faut utiliser les bonnes pratiques de développement. Et par exemple, un framework qui engage les bonnes pratiques, qui va te dire c'est comme ça qu'il faut faire, par exemple Symfony, va pouvoir passer sous FrankenPHP assez facilement. Parce qu'en fait, tes services, il ne faut pas qu'ils aient d'état. Il faut. Parce qu'en fait, ta mémoire, elle reste. Et en fait, si ton service, qui est un singleton, a un état, à la requête d'après, ça peut faire des problèmes. Il suffit de le savoir, en fait. Et une fois qu'on le sait, ben, on code à l'avenant. Par contre, si on utilise un framework un peu plus YOLO, je sais pas, Laravel par exemple, bah, c'est un peu compliqué, quoi. La migration va être très compliquée. Mais FrankenPHP, de sa dernière version, non, son avant-dernière version stable sortie, est compatible Laravel. Donc ça avance. Donc Laravel va faire ce qu'il faut. Et la dernière version de FrankenPHP en date est compatible Windows. Donc Windows. Donc ils sont en train d'élargir leur clientèle, on va dire. Voilà pour ce talk. Avez-vous des petites questions? Il y a quand même pas mal de produits du commerce, enfin, sur étagère dans le système PHP. Je pense à Magento, Drupal, WordPress. Ouais, ils sont compatibles pour la plupart maintenant. Ceux-là, ils sont compatibles. WordPress l'est, Drupal l'est. Bon, Drupal, c'est basé sur Symfony, hein, en gros. Bon, j'ai pas la liste, mais oui, ça intéresse tout le monde, hein. Les différentes tries de PHP. Alors oui, j'en ai pas parlé, mais oui, ils se connectent une fois et c'est des longues polls, en fait. Donc, pareil, ça- ça aide beaucoup. J'ai même pas vérifié que la démo de Symfony était configurée en longue poll. Ça tombe, elle l'est même pas. Bon. Mais c'était des choses que j'avais dû gérer chez Auchan. J'ai dit tout à l'heure qu'il était compatible Ravel. Ouais. Donc elle appartient à une certaine version C'est plutôt à partir d'une certaine version de FrankenPHP, parce qu'en fait, il faut le petit bout de code entre les deux. Et puis, j'imagine, il y avait quand même des changements de fond à faire dans la Laravel, je pense. Mais c'est surtout le Bootstrap, il faut un petit bout de code. Et il fallait, c'est la Laravel Octane, je crois que ça s'appelle. Bon, c'est une technologie qui permet de bootstrapper pour faire du lambda, de la méthode lambda par exemple, pour faire comment on appelle ça? En fait, des fonctions dans le cloud, quoi. Dire, j'ai une fonction qui fait ça, quoi. Tu l'appelais chez Amazon, pas de problème. Donc, tu as besoin de ce petit bout de code. Donc si je prends une application PHP lambda, Ouais, elle sera compatible PHP avec les mêmes perfs. c'est ça. De toute façon, Au de mieux, je base, l'optimise pour PHP. voilà. De base, FranconPHP, c'est juste, on modernise la stack. On a vraiment le plaisir d'avoir des logs intéressants, des fichiers de configuration succincts et puis moins de containers. Mais le must, c'est vraiment, par exemple, une nouvelle application, on la développe pour le worker mode et là, c'est la fête. Donc c'est pas tant Franken PHP qui nécessite plutôt le worker mode. Oui, c'est ça. C'est le worker mode de FrankenPHP qui nécessite
d'avoir des règles de programmation plus strictes. C'était une collection de microservices, c'était leur CMS. Ah oui, ils étaient déjà sur un framework compatible, donc moi j'ai fait le POC, je l'ai fait sur une brique relativement simple, efficace, qui était sur du NoSQL et tout. Ça a été le jour et la nuit, quoi. Mais bon, après, ma mission s'est arrêtée et enfin, j'ai eu des retours. Vu que c'est des retours de couloir, je vous le dis pas. En fait, c'était le jour et la nuit, ça marchait nettement mieux. Ouais, ouais, ça a marché. Bah, on avait des métriques, je l'ai mis en recette et j'ai fait deviner quel microservice est passé sous Froggen PHP et tout le monde a halluciné.